Nous nous excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté, comme je le disais. Et bienvenue dans cette émission hebdomadaire Dites-moi tout, docteur, de la télévision nationale. Nous l'avions annoncé la semaine dernière de porter une fois encore notre choix sur l'hémophilie avec des spécialistes guinéens et étrangers. L'accent va être mis sur la prise en charge et d'autres questions liées à la maladie. Dans un court instant, votre animatrice Marie-Sidibé Sissoko pour vous servir. Retour en plateau, une fois encore, merci d'être avec nous. Je disais que le thème va porter sur l'hémophilie. La semaine passée, nous étions sur ce même plateau pour parler de la pathologie. Aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux. Il s'agit tout simplement de Dr Frangel Laurent, hématologue, hôpital Necker Paris-France, et professeur Philippe de Moerloz, Genève, Suisse, qui est notre invité. Notre invité habituel, docteur Diakité, chef service hématologie à Ignazine, qui sont donc nos invités respectifs, mesdames et messieurs. Une fois encore, bienvenue. Docteur Diakité, merci une fois encore d'être avec nous, de parler de cette maladie, méconnue du commun des Guinéens. Et vous êtes accompagné de deux autres médecins spécialistes dans l'hématologie. Il va falloir nous définir qu'est-ce que c'est. C'est vrai, on ne cesse de redéfinir ou de définir la maladie, mais c'est important pour les téléspectateurs de mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Comme on le dit, c'est méconnu. Il faut de temps en temps ou toujours définir la maladie. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'hémophilie? Merci, Madame Sissoko. Merci de tout ce que vous faites pour ces patients qui vivent avec des maladies chroniques. Parce que à chaque fois que vous nous donnez l'occasion de venir nous exprimer sur ces thématiques, dites-vous que vous avez touché déjà des patients et que vous avez traité des patients. Parce que c'est l'occasion à chaque fois de leur porter le message et de se référer aux lieux adaptés pour leur prise en charge. Merci à la télévision nationale pour cette occasion qui se répète. Et la répétition reste toujours pédagogique. Donc on va donner de façon simple une idée par rapport à l'hémophilie. Dans un jargon facile. Voilà, dans un jargon qui peut être accessible à tous. En fait, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. Et qui dit maladie héréditaire, cela veut dire que les patients naissent avec leur maladie et contractent avec les parents. Et cette maladie héréditaire a sa particularité, c'est qu'il y a la présence d'un déficit. Et ce déficit-là, ça porte sur un groupe de protéines qui participent à la coagulation. Et le déficit de l'un ou l'autre de ces protéines, qu'on appelle les facteurs de coagulation, conduit à des phénomènes hémorragiques, ce qui fait que le saignement est la manifestation principale de la maladie. Donc c'est un peu son caractère héréditaire, son caractère génétique, le déficit en facteurs et la manifestation principale qui est l'hémorragie. Très bien. Est-ce que je continue avec vous pour savoir quelles sont les statistiques dans le service d'hématologie à Ignazine? Bon, il y a deux services, il y a donc à Ignazine. Oui, il y a le service d'hématologie, en synergie. Voilà, et c'est un travail collégial. Les statistiques sont compilées ensemble, mais il faudrait dire quand même que dans ces deux services, nous avons une cohorte d'à peu près 36 patients. Mais le nombre de patients, comme je le dis toujours, qui est suivi est important pour nous parce qu'ils doivent être traités. Mais ce qui est encore plus important, c'est le nombre de patients qui se trouvent dans les différentes zones du pays et qui ne se connaissent pas malades. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de parler, c'est de toucher beaucoup plus ces gens qui vivent dans l'ignorance. Très bien. C'est pourquoi nous vous invitons, à chaque fois que l'opportunité se présente, on va tourner vers nos invités qui viennent de loin. Ils sont rentrés hier tard la nuit. N'est-ce pas, professeur Philippe, docteur Laurent? Oui, merci de nous donner la possibilité de rejoindre la Guinée, de discuter avec vous, Madame Sissoko. Tanamasi pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. On est très content d'être là. On est content parce en fait, c'est un travail qu'on a commencé il y a plus d'une année avec le docteur Diakité. D'accord. Donc c'est un cheminement progressif et pour répondre à votre question directement par rapport à ce qui se passe dans le monde. D'accord.
Le docteur Diatiki vous a dit maintenant qu'il y a environ moins de 50 personnes qui sont diagnostiquées dans ce pays, en Guinée. Alors qu'il devrait y en avoir 1300 ou à peu près, c'est-à-dire que normalement on dit 1 sur 10 000, vous avez une population de 13 millions d'habitants, donc ça montre bien l'énorme travail à faire pour d'une part diagnostiquer, c'est tout le travail de l'éducation, de la formation. Ce pays a la chance d'avoir quelques médecins très compétents comme le docteur Diatiki qui connaissent cette maladie, qui ont eu des formations ailleurs. Seulement, il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'il n'y ait pas seulement à Conakry, mais dans les autres régions de Guinée. Voilà. Et de manière à cet accès au traitement. Alors, d'un côté, vous êtes orphelin par rapport au traitement, mais il faut savoir que dans le monde entier, environ 70% du monde n'a pas accès correctement au traitement. Oui, donc, ce n'est pas seulement le problème de la Guinée. Mais je dirais le problème en Guinée, il est majeur dans le sens où le diagnostic n'est pas là. On considère en Afrique francophone, enfin subsaharienne, qu'environ entre 5 et 7% des patients seulement sont diagnostiqués. De nouveau, ce n'est pas un problème propre à la Guinée. Il ne faut pas que la Guinée se sente mal par rapport à ça, mais ça montre tout le chemin qu'il faudra parcourir pour arriver à une prise en charge correcte. Voilà, la prise en charge, on en parle tout à l'heure. Vous avez touché un mot, vous avez parlé de Conakry, tout se passe à Conakry. Docteur Diakité, est-ce que dans sous peu de temps, est-ce que vous pensez être représenté ou mettre des services de hématologie dans les grandes préfectures du pays, par exemple? Oui, merci pour la question. L'objectif de l'association qu'on a mis en place, c'est d'avoir des antennes partout. Et à travers ces antennes, c'est d'avoir des médecins référents partout. C'est vrai que pour ces débuts, tout ce qu'on fait, c'est à Conakry, mais les patients ne sont pas seulement qu'à Conakry. Il y a des patients à l'intérieur du pays, à Kankan, à Farana, à Zérékoré, et on est en contact régulièrement avec ces patients. Et pour certaines questions, on peut les adresser à certains collègues qui travaillent dans ces structures. Mais l'objectif, c'est quelque chose qu'on a commencé, et l'objectif, c'est de couvrir tout le pays avec. Et ça fait partie de nos perspectives. Alors, la prise en charge, vous avez mentionné, mais docteur Laurent, on vous rejoint dans ce sens. Vous êtes à Conakry depuis hier, et je crois que l'objectif, c'est pour poser ou apporter l'expertise de votre pays aux côtés de vos confrères guinéens, hématologues en même temps, oui, tout à fait, pour améliorer la prise en charge. Alors, parlez-nous un tout petit peu. Bien sûr, donc, comme l'a effectivement très bien dit Philippe, donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de traitements, que ce soit en Guinée ou d'autres pays d'Afrique. Là, c'est des choses qu'on va faire évoluer très rapidement. Et un des objectifs, donc on l'a dit, le docteur Diakité connaît très bien la maladie, mais c'est aussi de nous d'apporter notre expertise sur l'utilisation de ces traitements et l'optimisation de ces traitements. Parce qu'il faut imaginer, alors c'est sûr, c'est une maladie hémorragique. La principale manifestation de cette maladie reste avant tout quand même des manifestations articulaires. On aura des saignements dans les articulations qui font très mal, mais qui au fur et à mesure peuvent aussi détruire l'articulation. Et tout l'intérêt du traitement, c'est de prévenir en fait et de protéger ces articulations, d'éviter ces saignements. Et c'est là effectivement on va essayer déjà d'une part d'apporter, de proposer des traitements et d'optimiser leur utilisation actuelle en Guinée. Lorsque vous parlez, il y a une question qui m'est venue à l'idée. La dernière fois, on était avec un médecin, un patient et un parent de patient. En quelque sorte, il y a une association qui tourne autour de cette maladie. Vous êtes médecin, est-ce que la délégation est composée que de médecins ou il y a aussi des patients ou parents de patients dans le groupe qui est arrivé hier, par exemple? C'est une très bonne question. Nous sommes 8. 4 sont ce qu'on appelle des associatifs. Il y a une maman qui a 2 enfants qui sont touchés, qui sont déjà grands maintenant. Il y a 2 personnes avec cette maladie sévère. Et puis, il y a une personne qui est aussi chargée de mission, donc du côté associatif. Il y a 4 professionnels de santé, dont Laurent qui est à côté de moi. Il y a une kinésithérapeute également. Et enfin, bref, c'est dans ces personnes-là, il y a une spécialiste de laboratoire, Mme Dominique Lannes. Donc on travaille en commun et c'est un message qu'on a bien discuté déjà aujourd'hui avec le groupe des patients, c'est qu'on a un partenariat des professionnels de santé et des patients à égalité. Pourquoi? Il n'y a pas les docteurs qui savent tout et les patients qui ne savent pas. Les patients, ils savent autant que nous parce qu'ils vivent la maladie. Ils ont une maladie chronique, ils savent ce que c'est. Donc au fond, on a ce partenariat et ce qu'on transpose un tout petit peu avec le docteur Diakité, c'est exactement la même chose qui va se passer au niveau de la Guinée. Et donc ça se passe dans une perspective de suivi.
Et là, le docteur Frenzel est clé par rapport à ça parce qu'il va suivre avec le directeur pédiatrique et l'équipe du docteur Frenzel pendant 3 ans, de manière à solidifier la structure du diagnostic, solidifier la prise en charge des familles, parce que c'est une chose qui touche toutes les familles. Hein. Ce n'est pas seulement l'individu qui est touché, c'est toutes les familles. Et si je peux rajouter quelque chose quand même, c'est qu'au fond, on vous parle d'une maladie héréditaire qui s'appelle l'hémophilie, mais il y a d'autres maladies héréditaires hémorragiques qui sont également concernées. Très bien. Cette question est valable pour vous deux. Hein. Quelle est la prévention de l'hémophilie et les moyens diagnostiques pour les deux sexes, hein, hommes, femmes? Souvent, on dit que c'est les hommes qui sont touchés par la maladie, mais cela n'empêche, lorsque vous parlez, on se dit que, on sait aujourd'hui que les femmes sont conductrices. Alors, elles ne sont pas à marge de la lutte contre l'hémophilie. Docteur oui, tout à fait. Docteur Laurent, vous nous en dites quoi? C'est vrai, l'hémophilie en tant que telle touche avant tout les garçons, parce que d'un point de vue génétique, vous savez, sur les gènes, c'est ce qui va permettre de fabriquer les protéines. C'est la base en fait, hein, c'est le calque qui permet de fabriquer les protéines, et ce calque du facteur 8 est sur ce qu'on appelle le chromosome X. C'est-à-dire que quand tu es un garçon, on n'a qu'un X, donc il n'y a pas l'autre X pour compenser. Quand tu es une femme, on a des 2 X en fait. C'est pour ça que la majorité des femmes ont le deuxième X qui va faire entre guillemets le travail de produire le facteur 8, mais ne se fait pas toujours correctement. Il y a des femmes qui ont des taux bas de facteur de la coagulation, de facteur 8 ou de facteur 9, voire très bas. C'est beaucoup plus rare, mais c'est important quand même de le savoir et de se dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des problèmes hémorragiques qui ne sont pas forcément toujours de la même importance que les garçons hémophiles, mais c'est quand même important. Et puis, il y a d'autres maladies hémorragiques, hein, comme l'a dit le docteur de Morlouz, qui touchent autant les femmes que les hommes, qu'on appelle par exemple des maladies de Willebrand, qui peuvent poser notamment des problèmes chez les jeunes femmes de menstrues, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à connaître et à bien, effectivement, faire connaître, de dire que si vous avez ce problème, vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a ce problème, peut-être effectivement en parler à ce moment-là. Docteur, avant d'arriver de nos invités ou des experts au centre, à leur départ, je pense qu'il y aura changement. Mais avant, quels sont les défis ou des difficultés auxquelles le service d'hématologie est confronté? Merci d'aborder la question des défis ou difficultés, parce que ça fait plaisir toujours d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on ne trouve pas la solution. Les difficultés ou les défis se situent à plusieurs niveaux. Hein. C'est d'abord la communication, et vous nous aidez beaucoup dans ce sens avec notre structure pour essayer de porter le message le plus loin et le plus haut possible. Au-delà de la communication, il y a le volet diagnostic et le volet soins, administration des traitements. Et leur arrivée va nous apporter énormément dans ce sens, parce qu'ils vont nous aider à avoir le diagnostic, ils vont nous aider aussi à avoir le traitement couramment. Donc c'est des défis qui sont là et qu'ensemble avec nos partenaires de l'AFAT et de l'Association française d'hémophilie, qu'on espère essayer d'apporter une solution. Et ça ne se limite pas qu'à ça, il y a le volet formation. Nous avons essayé de faire une étude de connaissance sur la maladie, d'abord au niveau du personnel médical. Nous avons tout de suite senti qu'il a besoin de formation et également leur passage aussi va nous permettre d'apporter un grand plus par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de services qui seront concernés par rapport à la formation. Le côté recherche, parce que ça va rester toujours une maladie chronique, donc nous avons pas mal de défis, mais on ne peut pas les faire seuls. C'est pourquoi avoir les collègues à côté, ça nous donne de l'espoir. Et à travers l'espoir que nous, personnel médical, avons, nous pourrons aussi donner de l'espoir aux familles et aux patients. D'accord. Les invités, en fait, les experts sont là pour combien de temps? Bon, c'est un travail intense d'1 semaine. D'accord. Voilà, on a fait une première... La formation va se focaliser sur quelle partie, quel aspect de la maladie? Seulement la prise en charge au niveau du centre, où ça regroupe l'ensemble des données de la maladie. Peut-être professeur Philippe va nous dire un peu plus par rapport au contenu, mais il faudrait quand même rappeler que ça va concerner les médecins. Les médecins pour comment diagnostiquer, comment prendre en charge. Ça va concerner des laborantins sur comment on fait le diagnostic des laboratoires. Ça va concerner, Laurent l'avait dit dans son passage, par rapport aux complications articulaires. Il y aura un volet qui sera dédié à cela, sur voir comment gérer cette complication. Mais aussi, il y a des parents et des patients qui seront beaucoup formés et informés sur la maladie. Sur comment vivre avec son enfant malade. D'accord.
Pour rejoindre ce qu'a dit le docteur Diakité, nous on parle de prise en charge multidisciplinaire. C'est vraiment multidisciplinaire. Ça concerne beaucoup de services en même temps. Ça concerne différents services. Et en fait, et là je rebondis sur un thème qui m'est cher, c'est que les différents services, ça va de la gynécologie à l'anesthésiologie, à la chirurgie, etc. Dans toutes ces disciplines en médecine, il y a des problèmes de sang, il y a des problèmes d'hémorragie, il y a des problèmes d'anémie. D'accord. Et quand on aura amélioré le côté diagnostic dans l'hôpital avec l'équipe, on pourra aussi faire face à ces problèmes autres qui sont aussi des problèmes hémorragiques, pas seulement héréditaires, mais ce qu'on appelle acquis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, tout d'un coup on commence à saigner. La chirurgie, c'est le très bon exemple. La maîtrise du saignement en chirurgie, ça s'est fait au 19e siècle, 20e siècle. Mais ici, quand on est en face d'un gros problème hémorragique, on ne sait pas quoi faire. La mortalité maternelle qui est liée à l'hémorragie après les accouchements, c'est très important. Et tout ça, maintenant, je pense qu'il y aura des améliorations extrêmement significatives. Lorsque, professeur, vous parliez le diagnostic, ça rime avec avoir les appareils de pointe et être le personnel qualifié. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avant que vous ne preniez bagage et à rentrer chez vous, tout sera mis en place ou ça va être en perspective? Je vais laisser la parole au docteur Frenzel parce que lui a amené du matériel, etc. Okay. Il va mieux m'expliquer. Okay. Oui, tout à fait. On va dire le diagnostic ne demande pas énormément d'équipement, on en demande quand même, donc c'est ce qu'on a apporté en tout cas en venant ici pour faciliter justement le dépistage. Comme le docteur Diakité l'a très bien dit, en fait c'est un problème de protéines de la coagulation. Donc ce qu'on va amener avec ces appareils-là, c'est tout simplement de mesurer cette protéine. Et en mesurant cette protéine, on pourra avoir effectivement le diagnostic relativement, voire même très facilement. Et là, on va bien sûr former vos laborantins à l'utilisation de cette technique. On l'espère en une semaine, effectivement, ça pourra effectivement être efficace. Ça peut suffire. Alors, il ne faut pas oublier que ce programme, c'est pas juste une semaine. On va effectivement revenir, on espère effectivement l'année prochaine, voire plusieurs années de suite, pour effectivement aider, pour voir là où peut-être il y a eu des problèmes sur l'utilisation de cette machine, parce qu'on sait très bien, on a l'habitude, il y aura toujours effectivement des moments où on se dit ah oui, bon, peut-être là on ne savait pas trop comment l'utiliser. Ça, c'est des choses qu'on va bien sûr revoir ensemble, et c'est important. Et puis aujourd'hui, on est quand même un ère moderne. Je veux dire, la première fois que je le vois vraiment directement, le docteur Diakité, on s'était vu plusieurs fois en visio, et ça, c'est quand même aussi une aide vraiment appréciable de pouvoir échanger à ce moment-là à distance, notamment sur des diagnostics, des prises en charge. On a pu effectivement, sur le cas notamment d'un enfant, sur éventuellement une chirurgie. Ça, c'est quelque chose qu'on va toujours, bien sûr, maintenir, et ça, c'est important. Bah oui. Très bien. On avait prévu un petit reportage de 10 minutes. Je ne sais pas si l'élément est prêt, la régie. Vous allez balancer ça et puis on revient en plateau pour poser d'autres questions à nos invités respectifs. Héréditaire peu connue des Guinéens. L'hémophilie est héréditaire, stressante et touche plus les hommes. Pour l'éradiquer en Guinée, l'Association guinéenne de lutte contre l'hémophilie se lance des défis à relever. Actuellement, on n'a pas tous les moyens qu'il faut pour diagnostiquer la maladie sur place. On peut avoir certains examens qui nous orientent, mais les dosages des facteurs pour savoir si c'est l'hémophilie A ou B, ou bien c'est l'hémophilie sévère, modérée ou mineure, ça on ne peut pas le faire sur place. Ça c'est un grand défi et déterminant d'ailleurs dans la prise en charge. L'hémophilie est caractérisée par le déficit d'un facteur de coagulation dans l'organisme des sujets malades, ce qui fait d'elle une maladie chronique. J'ai attendu jusqu'à il a eu au moins 9 à 10 ans. J'ai risqué. Je savais que vraiment le petit souffrait, mais j'ai risqué. Je l'ai surconseillé, je sais comment je suis sorti dans la situation. Ça a été très catastrophique, très difficile. Presque 1 mois et quelques jours, il était là, en train de saigner. Cette maladie se manifeste par un saignement au niveau des articulations ou au niveau des muscles. L'OMS s'engage à accompagner l'association dans la prise en charge des patients. Nous sommes engagés à collaborer avec l'association, avec ses promoteurs, avec les jeunes médecins, mais aussi les maîtres de la faculté ici présents, au sein des programmes de lutte contre les maladies du ministère, pour apporter un appui en renforcement des capacités, ressources humaines, infrastructures, diagnostic, moyens de prise en charge. Venu représenter le ministre de la Santé à la cérémonie, le directeur général de l'Institut national de santé publique compte répondre aux attentes des organisateurs. Nous avons noté ces doléances, nous les accompagnerons dans ces domaines-là et nous les accompagnerons pour que
le niveau du plateau technique en hématologie, peut-être on ne va pas dire dans tous les services, mais au moins qu'il y ait quelques endroits dans des labos de référence où on peut avoir l'accès à ces examens puisse être garanti. Peu d'informations circulent sur l'hémophilie, ce qui fait qu'elle est souvent mystifiée par les populations. Alors, dans le reportage, j'ai retenu deux choses. C'est méconnu, comme on l'a si bien dit. Il y a un parent qui a su que son enfant souffrait de cette pathologie lorsqu'il a pratiqué la circoncision. Tel n'est pas le cas de l'autre côté en Europe. Alors, docteur Laurent, Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique en Afrique, la circoncision des garçons? Par rapport, vous voulez dire, aux hémophiles Oui, par rapport aux hémophiles, évidemment. Oui, je pense qu'à partir du moment où on sait effectivement qu'il est hémophile, vaut mieux éviter effectivement ce type de geste à risque hémorragique important, ça on le sait, ou alors si on le sait, essayer de le contrôler, ça c'est évident. Après, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'en Europe, le mode d'entrée, en tout cas le mode de diagnostic de l'hémophilie est un petit peu différent. Ça peut arriver effectivement suite à une circoncision, la plupart du temps, c'est souvent l'apparition, notamment lors de la marche, par exemple, quand le bébé commence à marcher, d'hématomes, des problèmes articulaires, ce qu'on appelle des hémarthroses, des saignements. C'est souvent effectivement un mode d'entrée, en tout cas, un moyen de diagnostic, en tout cas, de la maladie, ou une famille, comme vous l'avez très bien dit, donc, qui est connue, en tout cas, pour avoir effectivement des personnes hémophiles au sein de sa famille, comme on sait, donc c'est quelque chose de génétique, de transmissible, quelque chose qu'on va particulièrement être attentif avec les enfants arrivant dans une famille connue, en tout cas, peut être porteuse d'hémophilie. Vous avez parlé des hématomes musculaires, c'est souvent observé à ce niveau. Est-ce que c'est seulement les hématomes musculaires qu'on observe chez les hémophiles? Il y a d'autres? C'est souvent effectivement ce qu'on appelle des hémorragies que nous on appelle profondes, par différence avec superficielles. Alors superficielle, ça peut arriver, mais c'est plus rare. C'est plutôt par exemple les saignements de nez, de gencives. Ça arrive moins pour les personnes hémophiles, plus pour d'autres maladies hémorragiques. Mais ça peut quand même arriver. Alors, ce qu'on appelle les saignements profonds, oui, c'est les muscles. Alors les muscles, tous les muscles peuvent être atteints. Donc on peut effectivement faire des hématomes. Alors ça fait mal, ça empêche de se mobiliser, de bouger pendant un certain temps. Ça met quand même un certain temps à disparaître. Et puis l'autre chose, c'est les hémorragies dans les articulations. Toutes les articulations ne sont pas sujettes à des saignements. Celles qui le sont le plus particulièrement restent les chevilles, surtout les genoux et les coudes. Mais on a également des hémorragies, on peut avoir des hémorragies au niveau des hanches, des épaules. C'est peut-être un tout petit peu plus rare. C'est seulement externe? Alors ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est juste douloureux. C'est très douloureux. Faut imaginer que c'est très gonflé, très chaud, très inflammatoire à une articulation. Parfois, ça déforme même les genoux. Le problème, c'est que la répétition de ces saignements, au bout d'un moment, le sang n'a rien à faire dans une articulation, il n'a pas sa place. Cette répétition dans une articulation va commencer à endommager le cartilage et l'os. Et à un moment, effectivement, il y a une disparition du cartilage et à ce moment-là, la mobilité articulaire, elle est vraiment très limitée. D'accord. Professeur, vous avez quelque chose à dire? Je vous ai vu, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter juste quelque chose pour la circoncision. D'abord, il y en a chez nous, moins que chez vous, puisque ça fait partie vraiment de votre tradition, de l'importance que ça a. Et pour nous, on est très conscient de le poids de cette importance, et on voit bien les garçons qui ne sont pas circoncis, c'est une souffrance pour la famille, c'est une souffrance pour eux quand ils sont plus grands, etc. Donc pour nous, le message, c'est oui, on peut circoncire, mais il faut les traitements. Or, tout l'impact maintenant, c'est de vous fournir les traitements adéquats qui vous permettent de faire des circoncisions, je dirais, dans les meilleures circonstances possibles, c'est-à-dire l'âge, j'insiste. D'où également le diagnostic précoce chez les garçons à un certain âge, surtout à bas âge. Bien sûr. Alors là, ça ouvre encore une autre discussion qui est le diagnostic prénatal, qui est encore un sujet important. Mais enfin, tout ça va un peu dans le même sens. C'est que à partir du moment où le traitement sera accessible, ce problème de circoncision passera dans un deuxième plan, parce que vous pourrez le faire. Et alors, ce que je veux rajouter quand même, puisqu'on a le docteur Diatiki avec nous, il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions. Les tradis praticiens, nous les respectons, nous savons bien le poids que ça peut avoir dans différentes régions et autres, mais pour nous, c'est une chose qui doit se faire dans un milieu hospitalier. Nous, avec l'hémophilie, il faut que ça soit dans un centre, dans un endroit spécialisé. Docteur, dans le reportage, où je crois qu'avec vous, avec docteur Laurent,
Oh, docteur Diakité, je ne sais plus, le traitement se repose principalement sur l'administration, c'est avec vous, substitut de facteurs A ou B, déficient manquant. Alors, moi, j'ai une question qui me concerne, moi, je veux comprendre. Lorsque vous administrez un des éléments manquants ou un des produits manquants, que ce soit facteur A ou B, est-ce qu'il y a une durée déterminée, pour un facteur qu'on a administré sur un hémophile? Est-ce qu'il y a une durée qui est là? Bon, est-ce que vous avez compris la question? Par rapport à la question, il faut savoir que arrêter un saignement rentre dans le concept qu'on appelle l'hémostase. Okay. Et l'hémostase, il y a des étapes. Il y a l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire et l'hémostase tertiaire. D'accord. Et chaque étape de l'hémostase a une durée. Okay. Le patient va saigner de façon prolongée parce qu'il n'a pas le facteur. Et dès qu'il a suffisamment de facteurs, l'hémostase là va se faire comme c'est un sujet normal. Okay. Donc c'est pourquoi dès qu'on administre le facteur, dans les 5 à 10 minutes qui suivent, on va constater déjà une régression de l'hémorragie. De l'hémorragie. D'accord. Le numéro va s'afficher, le 628 58 90 73, c'est la deuxième partie de l'émission. Les téléspectateurs vont poser des questions aux invités. Il y a le docteur Laurent, il y a professeur Philippe, il y a docteur Diakité. Ça peut concerner un des invités, un des médecins. Mais d'ici là, docteur Diakité, malgré les efforts consentis, est-ce qu'on envisage des perspectives par rapport à la prise en charge de l'hémophilie? Oui, par rapport aux perspectives, les perspectives se dégagent naturellement en fonction des défis. Tout à fait. Et l'un des plus grands défis d'abord, c'était d'avoir la FAT qui va nous aider à faire le pas et puis arriver dans le futur avec à la Fédération mondiale. Et ce premier défi est relevé parce qu'ils sont là pour cette semaine avec nous et on sait que ce n'est qu'un départ, ce serait pour une longue aventure qu'on le souhaite bien sûr. Et par rapport aux autres défis, le premier aussi qui nous tient à cœur, c'est la sensibilisation. Donc dans nos perspectives, c'est de multiplier les canaux de communication sur la maladie pour que le maximum de personnes soient encore atteintes. Et comme je vous ai dit dans les défis, en ce qui concerne la formation, ça c'est un processus continu, ça va continuer. Et aussi la recherche sur la maladie, que ce soit des recherches sur le plan local ou bien intégrées avec nos collègues dans des recherches multicentriques, ça fait partie de nos perspectives. Donc ça se situe à plusieurs niveaux. D'accord, il y a déjà des appels. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Camara, moi je vous appelle depuis Koundia. Nous vous écoutons monsieur Camara. Bon, franchement, votre thème, ça nous donne beaucoup d'idées. Merci beaucoup. Que Dieu vous paye. Merci beaucoup. On gagne beaucoup d'expérience sur ça. Merci. À chaque dimanche, on est à l'écoute de votre émission. Merci, c'est gentil, vraiment. Franchement, nos bénédictions vous accompagnent nuit et jour. Merci beaucoup, monsieur Camara, vous me faites ravir. Merci, merci. Mais c'était juste nous complimenter, hein? Ce n'est pas une question. Mais c'est comme ça, c'est leur manière de contribuer à enrichir l'émission, soit de féliciter les médecins qui sont sur le plateau. Allô? C'est parti. Alors, docteur Laurent, professeur Philippe, après quelques jours de formation avec les Guinéens, concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux quand vous prendrez bagage? Il a dit, hein, mais il faut revenir dessus. Est-ce qu'il a dit que vous comptez revenir encore pour faire des évaluations et suivi évaluation? Voilà. Évaluation, accompagnement. Accompagnement, effectivement, pour rehausser un peu le plateau technique de service d'hématologie de service de INASDIN. Pourquoi pas de Donka? Parce que les deux, c'est des hôpitaux nationaux. Vous allez... docteur Diakité, est-ce que vous avez un message à faire passer avant d'autres appels des téléspectateurs? Si on me demande des messages,
ça va se situer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du personnel médical. D'accord. Le personnel médical, c'est par rapport à l'orientation des patients, mais surtout ceux qui font aussi des gestes invasifs, c'est de prendre des précautions, notamment en réalisant un bilan d'hémostase avant de faire ce geste invasif. Et s'il y a des perturbations de ce bilan d'hémostase, c'est de discuter avec les hématologues pour pouvoir orienter, pas seulement que sur l'hémophilie, mais sur les maladies hémorragiques, comme le professeur Philippe le disait tout à l'heure. Mais ça va s'orienter aussi vers les patients et les parents. Voilà, ils sont déjà orientés par rapport au personnel médical, ils connaissent les médecins qui les aident par rapport à la prise en charge, c'est de se référer, de s'orienter au mouvement opportun. D'accord. Allô? Allô, oui? Bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, c'est M. Diallo Ousmane depuis Sombronia. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Ok, juste savoir si la maladie qu'on explique là a des liens avec des douleurs lombaires et articulaires. Vous avez compris la question? La durée de la maladie? Non, les douleurs lombaires et articulaires. Est-ce que c'est pas le thème du jour, hein? Oh oui. C'est pas le thème du jour. Vous reprenez s'il vous plaît, on n'a pas compris la question. Je dis si la maladie là aussi peut être un facteur lombaire et articulaire. Si ça peut entraîner des douleurs lombaires et articulaires. Peut-être Laurent. Oui, c'est une des principales manifestations et complications de cette maladie, c'est les douleurs articulaires avant tout. Lombaire, non, pas forcément, parce que pour différentes raisons, en fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle alors c'est un peu technique, ce qu'on appelle la membrane synoviale, il n'y en a pas effectivement au niveau du dos, donc il n'y a pas de saignement. Mais par contre, on peut faire des hématomes au niveau des muscles, ça peut arriver, j'ai déjà effectivement rencontré ça. Mais oui, c'est une des principales manifestations et complications sont les douleurs articulaires qui peuvent être, à un certain moment, devenir chroniques et vraiment invalidantes. Ouais. Allô? 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 Alors, docteur, la question que je voulais poser après l'intervention de docteur Laurent, c'est par rapport, lorsqu'ils ne seront plus là, les intrants, les facteurs qui manquent souvent à B au service pour aider les malades. Après eux, comment ça va être? Bon, il y a le professeur Philippe qui avait abordé un peu la question par rapport à la présence, nous aider à avoir un niveau, renforcer nos capacités, renforcer nos équipements, mais il y aura tout un accompagnement dans la durée. Je pense qu'il va essayer de nous expliquer un peu l'accompagnement pas porté sur quel volet essentiellement. Docteur Laurent, on vous revient encore. La durée de l'accompagnement, 1 année, 2 ans, 3 ans, sur 10 ans? Ça dépend. Hein? Bon, on verra, mais sur plusieurs années en tout cas, ça c'est sûr. C'est-à-dire l'accompagnement se fait en 2 temps. D'accord. Le premier temps, c'est pendant 3 ans, avec ce qu'on appelle l'Alliance franco-africaine des traitements de maladies hémorragiques, la FAT, dont a parlé plusieurs fois le docteur Diatike. Et au bout de ces 3 ans, quand on voit que le diagnostic est bien établi, quand on voit que la formation est bien établie, il y a une grosse ONG qui est basée au Canada, qui s'appelle la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui reprend avec d'autres programmes. Alors, elle a plusieurs programmes, et donc c'est minimum sur 7 ans, minimum. Et en général, cette deuxième partie continue à se faire avec l'équipe du Dr Frenzel. Donc, il y a vraiment une perspective importante. Et pour nous, c'est capital, parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose one shot, que ça arrive comme ça, on fait un traitement, puis après on part, et puis après c'est la catastrophe. C'est juste pire qu'autre chose. On dit que c'est vraiment une vision pérenne par rapport aux patients. Très bien. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Excuse-moi, je me nomme monsieur Yatara Alassane. D'accord. Ok, je voudrais vous demander... Oui. Aujourd'hui, pourquoi on a pris à les gens aujourd'hui qu'il y a une maladie qui est sortie, là, qui peut contaminer même dans les collaborations, on appelle hépatique. D'accord. Hépatique. D'accord. Bon, on ne sait pas si la maladie là, au départ, ça peut être traité ou ça ne peut pas traiter. Voilà. Ben, écoutez, on reprend monsieur Camara, Yatara plutôt. Et malheureusement, nous ne sommes pas avec des médecins spécialistes dans ce sens. Et on va revenir peut-être sur la question
Si vous pouvez rappeler après l'émission, on peut vous orienter, mais ça se soigne avec des spécialistes. Bon, ça dépend, il y en a plusieurs types, il y a plusieurs types d'hépatites. Donc, nous ne sommes pas avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous sommes avec des hématologues. Hein. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Allô? C'est parti. Il ne faut pas oublier les SMS, il faudrait lire les SMS. Ils se plaignent souvent. 45. Et ils se plaignent souvent, ils disent on vous envoie des messages, vous ne réagissez pas, il y en a plusieurs. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, aux invités, je veux savoir s'il y a des filles et femmes hémophiles. D'accord. C'est une des questions. Docteur, vous notez ou vous répondez maintenant? Docteur Laurent, d'accord. Bon, on peut répondre maintenant. On l'avait un peu déjà effectivement abordé. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc, il y a effectivement des filles, des femmes qui sont hémophiles, souvent peut-être un petit peu plus, on va dire, modérées que des garçons. Et puis surtout, l'hémophilie est une des pathologies hémorragiques. D'autres pathologies hémorragiques qui touchent autant les hommes que les femmes. Et donc, oui, tout à fait. Donc, ça peut tout à fait arriver. Ou même, il faut sur le moins de signes d'alerte. Saignement important, notamment au niveau des menstruations, c'est souvent un signe d'alerte effectivement qui apparaît au moment de l'adolescence. Il ne faut pas hésiter effectivement à venir. Absolument. Alors c'est une autre question. Bonsoir. Vraiment votre thème est très intéressant. C'est intéressant pour la population. Nous sommes là pour ça. On va lire quelques messages. Alors ici, bonjour messieurs, votre thème nous motive vraiment. Merci beaucoup. Je vous écris depuis Dakar, vraiment, seul Dieu qui peut vous payer. Vive la Guinée. Merci beaucoup. Il y a d'autres messages encore. Bonjour, c'est Doré depuis Dixine. Je voulais savoir, est-ce que l'hémophilie peut être provoquée par des facteurs environnementaux? Docteur Laurent? Oui, alors, c'est une bonne question. Alors, dans l'hémophilie, là on parle beaucoup de l'hémophilie en tant que maladie héréditaire, donc une maladie qui se transmet avec une mutation génétique. Là l'environnement n'a pas d'impact, aucun, donc c'est effectivement des choses qui arrivent par hasard en fait, sur des mutations. Par contre on peut avoir d'autres maladies hémorragiques dites acquises, qu'on n'a pas dès la naissance mais qui peuvent apparaître à un moment donné au cours de la vie, et là plusieurs choses peuvent effectivement intervenir dans cette apparition. L'environnement, ce sont des maladies qu'on appelle, peut-être déjà entendu le terme auto-immune par exemple, c'est-à-dire que c'est notre propre système immunitaire qui nous reconnaît entre guillemets et qui se défend contre nous et contre les facteurs de coagulation. Ça peut arriver. Alors c'est encore plus rare, mais c'est tout à fait possible. Oui. D'accord. On continue avec des textos, des questions. Docteur Laurent, docteur Franck, nous arrivons. On a encore le temps. On va lire quelques messages. Bonsoir, j'aime votre émission. Merci. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je pensais que c'était à la RTG. Mais vous êtes à la RTG, évidemment. Vous avez une question par rapport au thème du jour? C'est Dopagoli depuis Sigirin Fatou. Je voulais connaître les choses, les facteurs, la manifestation de l'hémophilie. D'accord. Docteur Laurent, toutes les questions s'adressent à vous là. Docteur Diakité, docteur Laurent n'a qu'à répondre. C'est avant tout une maladie hémorragique, donc les manifestations, ça va être surtout des saignements au niveau des articulations et des muscles, donc des douleurs articulaires et musculaires. Mais comme on l'a très bien dit et comme effectivement Philippe l'a largement effectivement développé tout à l'heure, sur les saignements, par exemple après des chirurgies, notamment avec la circoncision, avec des saignements qui persistent et qui durent effectivement après ce geste. Donc c'est la majorité des cas, c'est le mode de diagnostic, c'est le mode d'apparition où on peut à ce moment-là peut-être suspecter cette hémophilie. D'accord. Mais c'est des questions qui reviennent même si vous avez répondu. Mais allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Professeur Keita. Monsieur, professeur Keita, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons, professeur. Allô? Allô? Merci, madame Sissoko. Oui. Je suis un habitué.
Oui, je suis un habitué de l'émission. Merci à vous. Je ne pose pas de questions. Oui. Je dis, je suis un habitué de l'émission. Merci. Allô? Je voudrais tout simplement attirer l'attention de mes collègues médecins. Oui. Sur la nécessité de faire les investigations avant n'importe quel acte chirurgical. Allez-y, professeur, nous vous écoutons, allez-y. Allô? C'est parti. Voilà. Et par exemple, faire le bilan hématologique simple, temps de coagulation, temps de saignement, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Professeur Kita, bonjour. Écoutez, votre question, votre remarque est importante. Mais pour nous, l'enseignement qu'on fait... Nous avons tendance justement à faire en sorte que nous minimisons les actes chirurgicaux. Oui, mais j'ai une réponse qui rejoint partiellement la vôtre. Pour nous, le plus important, c'est de faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire de faire un interrogatoire de la personne qui vient vous consulter et de la famille pour savoir si oui ou non il faut faire des investigations. Le temps de saignement, on a arrêté de faire ce test, qui n'est pas un test très bon et qui n'est pas très utile. Mais sur le principe, c'est vrai que s'il y a une suspicion qu'il y a un problème, ou alors si on fait une chirurgie majeure, ça c'est très différent, mais à ce moment-là, mais il ne faut pas faire de bilan de coagulation systématique. Parce qu'alors là, on va trouver des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que vous cherchez. Donc il faut vraiment cibler. D'accord. Très différent. Mais à ce moment-là, Allô? il ne faut pas faire de bilan de coagulation systématique. Allô? Parce qu'à là, on va trouver des choses. Allô? Allô? Éloignez-vous s'il vous plaît de votre poste téléviseur. Vous allez bien? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis à Symphonie, du Sud-Afrique. D'accord, du Sud-Afrique. Nous vous écoutons. Je voulais connaître comment se manifeste. D'accord. Bien, comment se manifeste la maladie. C'est répondu, mais ils nous suivent, ils prennent le trait en marche. Mais comme l'a dit le docteur Diakité, ce qui est important, c'est la répétition, en fait. Hein, donc c'est très pédagogique. Hein, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Donc oui. Oui, ce qu'on disait, voilà, bien sûr, c'est avant tout des douleurs au niveau des articulations, des saignements au niveau des articulations, au niveau des muscles, mais également des saignements, alors qu'il n'y a pas eu de traumatisme particulier, des saignements, comme on dit, spontanés. Ça n'a peut-être pas été très clair là-dessus, sur les saignements au niveau des articulations. Ça peut être dû à un traumatisme, à une chute, ce genre de choses, mais la plupart du temps, c'est spontané, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant n'a rien fait de particulier, puis ça se met à gonfler et à saigner au niveau des articulations. Donc ça, c'est vraiment le principal, on va dire, les principaux symptômes de la maladie, et puis les hémorragies, bien entendu, après une chirurgie. D'accord. Alors, Hassan Ba, différence entre rhumatisme, hémophilie ou drépanocytose en dehors de l'hémorragie. Docteur Diakité, docteur Laurent, c'est pour vous deux. Vous répondez, docteur Diakité? D'accord. Par rapport à l'hémophilie et drépanocytose, oui, la différence tous les deux d'abord, ce sont des maladies héréditaires, mais sont carrément différents sur le plan symptomatique. On peut avoir des douleurs articulaires. Ces douleurs articulaires s'inscrivent dans un contexte qu'on appelle crise vaso-occlusive, alors que la douleur articulaire qu'on peut retrouver dans l'hémophilie est due, comme Laurent le disait tout à l'heure, à l'accumulation de sang dans l'espace intra-articulaire. Donc, ce n'est pas sa place, le sang. Et dès qu'il vient s'accumuler là, ça peut entraîner des douleurs. Mais ça n'a rien à voir avec les douleurs qu'on retrouve au cours d'une drépanocytose. Et par rapport au rhumatisme, ça s'est accompagné d'un contexte inflammatoire, donc on peut retrouver aussi des douleurs articulaires dans ce cadre-là. Mais par rapport aux trois entités, le mécanisme est complètement différent. Allô? 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 Oui, bonsoir.
Allô? Allô, oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On va prendre des appels. Allô? Allô, ouais, vous allez bien? Très bien. Malikum salam. Votre nom, d'où vous nous appelez, monsieur? Moi, je vous appelle à Kuntia. Je suis à Kuntia. Je m'appelle Aladji Ali Moubari. Monsieur Barry, nous vous écoutons. Ah ouais. J'ai un problème de gorge. Si je bois de l'eau glacée, ça va faire beaucoup de plaies sur mon gorge. Avec la langue, tout va jouer sur moi beaucoup. J'ai beaucoup souffert avec ça. D'accord. J'ai envie de savoir si c'est une opération ou bien si on peut me soigner. Bon, c'est pas le thème du jour. Docteur, lui, il faudrait l'orienter, voir un spécialiste. C'est un problème de gorge. En premier temps, d'abord voir un ORL, un médecin ORL qui va bien orienter le monsieur. Voilà. Bon, s'il suit toujours, s'il est avec nous, il peut rappeler, peut-être on peut l'orienter chez un spécialiste. Ce n'est pas le thème du jour. Okay. Malheureusement, monsieur Barry. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Hawa Kaba. Hawa Kaba, nous vous écoutons. Je veux connaître aussi une petite fille souffre d'une pancréatite. D'une? Pancréatite. Pancréatite, d'accord. Ça va être la dernière question. Ce n'est pas le thème du jour non plus, n'est-ce pas, docteur Laurent, professeur Philippe? Non, on comprend bien que votre émission suscite beaucoup d'intérêts médicaux qui dépassent le thème général, ce qu'on comprend très très bien, ce qui est normal. Ce que peut-être on peut dire quand même, puisqu'on arrive proche de la fin de l'émission, c'est que nous, on amène un message d'espoir. Je pense que les familles qui nous écoutent, en particulier celles qui ont des problèmes avec des enfants hémorragiques, qui ne peuvent pas aller à l'école normalement parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont mal, de ceux qui sont plus grands, qui ne peuvent pas faire des études normales, parce qu'ils sont immobilisés, parce que leur douleur, etc., qui ne peuvent pas avoir accès au traitement, que ce soit même par rapport aux douleurs, pas seulement par rapport au saignement. Que je pense qu'avec ce qui va se passer entre l'équipe du Dr Diatike et d'autres médecins guinéens et l'équipe du Dr Franzel avec d'autres personnes qui sont autour, va changer vraiment de manière importante les choses. Je crois que c'est pas un message en l'air, c'est pas de dire nous voulons bien faire. Et comme Laurent l'a tout de suite redit, c'est de l'accompagnement, parce que mon autre message aussi, c'est que nous apprenons beaucoup quand on vient ici. C'est un échange vraiment important, et ce matin, on a fait une formation complète avec les patients, et dans l'équipe de ceux qui sont venus, qui n'avaient pas vraiment l'habitude de ce genre d'échange, chacun a été un peu transformé, rien que par les échanges et par la véracité des propos et par rapport à tout ce qui s'est fait. Donc nous ne vous abandonnerons pas, on est avec vous et on est content d'être avec vous et on apprend avec vous. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Docteur, vous allez laisser une minute, c'est fini? On clôture? On clôture. Alors, moi, je laisse le dernier mot à docteur. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit des autorités pour la prise en charge de la maladie? Lorsque vous aurez fini, on va dire au revoir à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Ce traitement au long cours, cette prise en charge des patients telle qu'elle était définie, ne peut pas se faire sans l'appui du ministère, sans l'appui du directeur de l'hôpital et sans l'appui des structures qui ont le pouvoir, qui ont les moyens. Donc nous allons voir ces personnes également pour leur passer les mêmes messages et en leur disant que si vous améliorez cette situation, comme je l'ai déjà dit, ça va se répercuter sur beaucoup d'autres maladies hémorragiques et que si vous améliorez ces patients, vous rendez leur dignité à ces gens qui souffrent par rapport à la situation actuelle et que nous, on est là pour accompagner cette amélioration. Très bien. Docteur Laurent, c'est fini? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. C'est la fin de cette émission. Il y a des questions ce soir, mais malheureusement, on est pris par le temps. C'est la télé, c'est le timing. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que nous étions avec Dr Franzel Laurent, hématologue, l'hôpital Necker Paris-France, professeur Philippe de Merloz
Merloz, hein, Genève, Madame Suisse. Sissoko, ça va très bien. Merloz de Genève, Suisse, qui était donc docteur Diakité, chef service hématologie à Ignazine, qui était avec nous, qui a partagé ces 2 semaines avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres pathologies dans cette émission de santé. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches. Merci. On reste, hein? On reste. Ah, d'accord, c'est bon.